Bonjour à tous, merci d'être venus à cet événement. Cet événement sera en français, mais on a de la traduction simultanée. On a aussi un intervenant, une intervenante plutôt en anglais. Donc si vous avez besoin, pour les francophones, d'avoir un casque, or if the English-speaking people need to follow the event, we have simultaneous translation. Please go and get your headset. So, thank you very much. Je suis très honorée de modérer cet événement qui est organisé le jour du genre à la COP27. C'est aussi un plaisir de collaborer avec le programme d'adaptation de l'AFD, avec le réseau mondial sur les PNA, et d'avoir aussi des exemples du Bénin, et d'avoir aussi quelques participants dans la salle qui pourront peut-être partager leur expérience avec nous. Donc cet événement arrive à point nommé parce qu'on est à mi-parcours dans la mise en œuvre du plan d'action climat de la Convention cadre. Donc c'est le bon moment pour voir où les avancées dans l'intégration du genre dans les stratégies d'adaptation, mais c'est aussi le bon moment de réfléchir peut-être sur la manière dont ces stratégies ont été traduites en projets, en investissements sensibles au genre, et aussi de réfléchir aux défis qui sont encore à soulever. Je pense évident pour tout le monde ici que l'intégration du genre et des questions d'inclusion sociale sont vraiment cruciales pour pouvoir avoir l'impact qu'on escompte sur le climat. C'est d'une part parce qu'une analyse des facteurs sous-jacents socio-économiques permet de mieux comprendre les vulnérabilités spécifiques, mais aussi parce que les différentes perspectives, les différentes connaissances, les différents besoins qui sont exprimés nous permettent aussi de renforcer la qualité et l'impact de nos solutions climatiques. Il y a eu un rapport il y a quelques mois, au mois de juin, du secrétariat de la Convention sur la mise en œuvre du plan d'action sur le climat, sur le genre, pardon. Et celui-ci a permis de voir qu'il y avait eu quand même quelques progrès qui avaient été effectués en termes d'intégration du genre. D'une part, les parties ont exprimé leur intérêt et l'utilité de ce plan d'action climat pour l'autonomisation des femmes et pour l'intégration du genre dans les stratégies. Mais aussi, on a pu constater quelques progrès qui ont été faits en termes de renforcement de capacité dans la planification notamment. On a pu aussi voir qu'il y a eu un grand essor dans les dernières années dans l'intégration du genre dans les stratégies, avec notamment dans les révisions des CDN, une analyse de la FAO sur le secteur agricole qui montre qu'aujourd'hui, 37% des CDN qui ont été révisés intègrent les questions de genre, mentionnent le genre, alors qu'il ne s'agissait que de 9% sur les premières versions des CDN. Il y a aussi un rapport du réseau mondial sur les PNA, du NAPLOL Network, qui a montré que dans les PNA qui ont été soumis, quasiment tous, 97% de ces PNA mentionnaient le genre et 2/3 mentionnaient des activités d'intégration du climat et du genre. Donc ce sont quand même de gros progrès et des avancées qui sont vraiment notables et intéressantes dans la prise en compte du genre. Donc on en entendra un petit peu plus de nos partenaires, de nos intervenants aujourd'hui. Et peut-être juste avant de passer la parole à ces panélistes, je voudrais mentionner quelques points sur lesquels le PNUD travaille en termes d'intégration du genre. J'ai oublié de me présenter, pardon. Je suis Julie Teng, expert technique en adaptation au PNUD. Et donc au niveau du PNUD, on avait un programme conjoint avec la FAO sur l'intégration du PNA dans l'agriculture, qui a notamment appuyé l'Ouganda dans l'intégration du genre dans le développement de leur plan national d'adaptation dans l'agriculture. On a aussi développé des outils d'intégration, une formation qui est modulaire et qui peut être accessible à tous les pays et adaptable à leur contexte, un outil d'analyse des chaînes de valeur des filières résilientes au climat et sensibles au genre. Et tous ces outils sont disponibles. Donc la prise en compte du genre est très importante et aujourd'hui encore, dans un nouveau programme qu'on met en œuvre avec la FAO, on met vraiment le genre au cœur de nos actions et de manière transversale, avec aussi un accent sur les processus multi-acteurs et l'importance de cette inclusion sociale et du genre dans toute la planification, mais aussi dans les stratégies d'investissement et dans la mise en œuvre de ces actions. Donc c'est maintenant le moment de passer la parole aux panélistes. On a aujourd'hui, donc juste à côté de moi, Prisca... pardon. Oui. Prisca Djinaja Ablé, qui est du Bénin, qui est du ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable, et qui nous présentera des exemples de son pays. Angie Dazé, qui est du NAPLOL Network, qui va parler des progrès qui ont été réalisés,
et Christophe Buffet, qui est responsable du programme adaptation de l'AFD, l'Agence française de développement, qui nous parlera des actions du programme en termes d'intégration du genre. Donc on va avoir ces 3 présentations, et à la suite de ces présentations, ce qu'on aimerait, c'est avoir aussi quelques avis du public et pour pouvoir un petit peu enrichir cet échange et avoir aussi d'autres expériences d'autres pays éventuellement. Donc bon événement. Je vais commencer par Angie. Thank you, Julie. And I'm sorry, but I'm going to be speaking English. So I hope that everyone who has a headset needs it for the translation. So I'm going to be talking about some reflections based on our latest synthesis report developed by the NAP Global Network that looks at the progress on integrating gender considerations in National Adaptation Plan, or NAP, processes. To start, oh, I need the clicker. Sorry. So just to start us off, for those who aren't familiar with the NAP Global Network, we were established in 2014 to advance adaptation planning and action in developing countries. And the Secretariat of the NAP Global Network is hosted by the International Institute for Sustainable Development, IISD. So today, the network connects more than 2,000 adaptation practitioners and policymakers around the world. And we work towards 3 objectives. The first is to facilitate peer learning and exchange among countries on their NAP processes and challenges and successes that they're having. The second is to support national level action, and we provide demand-driven technical assistance to countries to do so. And then the third is to generate, synthesize, and share knowledge about NAP processes and what we're learning from engaging with our country partners. So far, we have provided technical assistance to 59 countries, and we've brought together 57 countries, representatives of 57 countries in different peer learning processes. And we've developed over 250 different knowledge products that look at different aspects of NAP processes. So why are we focusing on gender in national adaptation plan processes? Well, first, NAP processes are really the key mechanism for achieving the global goal on adaptation. Countries are investing in these processes, they're moving forward, and so they're a really important opportunity to integrate a gender responsive approach. And because it is a process, we know that being gender responsive, much of it rests in the process by which decisions are made, how resources are allocated, who's at the table. All of these things really matter for a gender responsive approach. And because NAP processes are these iterative, ongoing processes, there are lots of opportunities and entry points. Third, we have mandates to do this. The Paris Agreement calls for gender action to be, or for climate action, sorry, to be gender responsive. We have the Gender Action Plan under the UNFCCC that Julie mentioned. We have international commitments on gender equality and human rights. So all of these really demand that we take a gender responsive approach when we're planning and implementing adaptation action. And then lastly, we have a growing evidence base on why this is not just the right thing to do, but the smart thing to do. So the latest IPCC report notes that inclusive governance that prioritizes equity and justice in adaptation planning and implementation leads to better outcomes. So, and they state this with high confidence. So the evidence is there. This is the way forward for us to be to achieve adaptation that is effective and sustainable. So what are we talking about when we talk about a gender-responsive approach to adaptation? We've been thinking about this for a while now. Gender has been a priority theme for the NAP Global Network since around 2017, and we've come up with an approach that we think has 3 key dimensions. So the first is recognizing that there are gender differences in adaptation needs and capacities, and using that understanding to plan and implement adaptation action. The second is
equitable participation and influence in decision-making processes related to adaptation, and this applies at all levels from local to global. And then the third is gender equitable access to the benefits that result from our investments in adaptation. And obviously there's a strong focus there on monitoring, evaluation, learning, so we understand who is benefiting and importantly, who may not be benefiting when we invest in adaptation. So I'm going to share a few insights and examples from our most recent synthesis report on gender in NAP processes. So we've been tracking this since 2018, and this is our third report, thank you, Crystal, that we came out with in June 2022 that Julie mentioned. And the way we approach these reports are that as countries are submitting their NAP processes to the UNFCCC, we're systematically reviewing them to look at how they are integrating gender considerations. And then the other piece is looking at our engagement with countries and learning how they're tackling this challenge of integrating gender in their NAP processes. As I said, it's a process, it's not just a document, so that gives us insights into good practices, and I'll share a couple of those as well. So the first thing to say is that, as Julie mentioned, the vast majority of NAP documents do mention gender, but we've seen a bit of a shift in how they're talking about gender issues. So we're seeing more countries refer to gender equality versus just saying gender, which shows a sort of a more ambitious framing of how we're thinking about the linkages between gender and adaptation. And we're also seeing more countries refer to other issues like inclusion, human rights, and these are really important because they give us this entry point for a more intersectional approach. So not just looking at gender issues, but how gender intersects with other issues like age, disability, being indigenous. So that's a really interesting trend that we're observing. Next, please. So we also look at how women are positioned in the NAP documents. And it probably won't surprise you that the majority of NAP documents talk about women as a particularly vulnerable group. But one positive trend that we've seen is that a greater proportion of the documents are positioning women as agents of change in adaptation. And this is really important to move us on from this sort of women as victims of climate change narrative to recognizing that women are active solutions builders and collaborators and innovators when it comes to dealing with the impacts of climate change. Next, please. So I'm just going to give a couple of examples, and I'm aware that there may be, well, I know there's at least one of our country partners in the room who can speak more to this. So I'm just going to be very brief, and then we'll give a chance to our partner to speak in the discussion component. But I just wanted to share a couple of concrete examples to bring this down to earth. So the first is a pilot project that the NAP Global Network has done over the last year or so, working with an organization called Lensational. They're a social enterprise, and they work with women offering photography and storytelling training as a way of sort of giving them opportunities to raise their voices. And so we worked with them along with the governments of Ghana and Kenya and offered a targeted training on climate change that enabled them to develop visual stories, photos, and narratives that described their experiences with climate change and how they envision resilience. And then we brought them together with policymakers. So we had national workshops in each country where the women presented their stories and engaged in a dialogue with decision makers at the national level, key people who are driving NAP processes in these countries. And it was a really, I don't use the word transformational experience. I don't use that word lightly, but it was a transformational experience for many of the people involved just to have this conversation, for the women to be able to share their stories with national decision makers, and for the decision makers to just be moved by and have this common language to talk about how people on the front lines are experiencing climate change. The next example, I'm just going to introduce briefly. We've been working with the government of Cote d'Ivoire for a number of years now, and
They started off with a gender analysis to inform their NAP process, and then they've taken a number of other steps, and they've recently established a memorandum of understanding between the ministry responsible for gender and the ministry responsible for climate change to facilitate more active collaboration. And I think we're going to hear a bit more from a rep from Côte d'Ivoire during the discussion. So I just wanted to close by letting people know that working with the Adaptation Committee and the Least Developed Countries Expert Group under the UNFCCC, we developed a toolkit for gender-responsive NAP processes, and this includes a lot of guidance, resources, practical examples of how countries are taking this gender-responsive approach forward, and it is available in English, French, and Spanish on our website. There's a short link there, but also feel free to just go on the NAP Global Network website. We have loads of resources on gender and NAP processes and different country examples, the synthesis report that I mentioned. And I will stop there. Thank you very much. Merci Angie. Je vais maintenant passer la parole à Prisca, qui va pouvoir nous parler un petit peu de l'exemple du Bénin. Merci beaucoup, Julie. Bonjour à tout le monde. Mon nom, c'est Prisca Djimandja Ablé. Je suis le point focal genre et changement climatique du Bénin auprès de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Je voudrais remercier le Réseau mondial des PNA pour m'avoir associé à ce side event. Au Bénin, prochaine slide. Au Bénin, nous avons des documents de politique qui parlent du genre et des changements climatiques. Nous avons élaboré un diagnostic sur la prise en compte du genre dans les changements climatiques. Nous avons apporté quelques éléments de réponse. Je vais partager avec vous quelques bonnes pratiques et parler des prochaines étapes. Au Bénin, les documents de politique, nous avons une politique nationale en matière du genre. Nous avons la politique nationale de gestion des changements climatiques. Nous avons la loi sur les changements climatiques. Mais quand on prend la politique nationale, ça n'intègre pas les changements climatiques. De même, quand vous prenez les documents de politique en matière de changement climatique, ça n'intègre pas le genre. Donc, il y a un problème. Il y a le Comité national sur les changements climatiques. Au sein de ce comité, nous avons la commission genre et changement climatique pour pouvoir pallier un peu à l'insuffisance qui se trouve au niveau des documents de politique. Nous avons au niveau de tous les ministères sectoriels des cellules genre et environnement, et au niveau de chaque projet, nous avons des points focaux genre des projets. Slide suivant, s'il vous plaît. C'est le diagnostic, j'ai dit tantôt que la politique du genre ne prend pas en compte les changements climatiques. On passe, s'il vous plaît. La figure que vous avez, ça montre que les femmes sont présentes dans tous les secteurs d'activité au Bénin. Il n'y a pas ce secteur d'activité dans lequel les femmes ne se retrouvent pas. Si on prend d'abord, elles font plus de 51% de la population. Leurs conditions sanitaires au niveau des forêts et du bois énergie, la gestion des ressources en eau. Par exemple, au Bénin, c'est la femme qui est responsable de l'approvisionnement en eau de sa famille. Si l'eau est à n'importe quelle distance, la femme béninoise doit pouvoir amener l'eau à la maison, alors que ces ressources-là sont impactées par les changements climatiques. Slide suivant, s'il vous plaît. Ici, au niveau de l'agriculture, de la pêche, c'est une dame qui est fumeuse de poissons. Non seulement les poissons deviennent de plus en plus rares à cause des effets des changements climatiques, son unité de gestion pour pouvoir fumer les poissons la rend malade. Donc, c'est pour montrer combien de fois les femmes sont vraiment vulnérables au Bénin. Slide suivant, s'il vous plaît. OK, et par rapport aux éléments de réponse, par rapport au diagnostic qui a été fait, nous avons, grâce à l'appui du Réseau mondial des PNA, nous avons élaboré une étude sur la prise en compte du genre dans le processus PNA.
J'informe au passage que le Bénin a déjà élaboré son plan national d'adaptation qui a soumis déjà à la conférence. Donc, si vous prenez le document, vous allez voir un paragraphe qui est réellement dédié aux gens à cause de l'étude qui a été faite grâce à l'appui du Réseau mondial des PNA. Aussi, dans la CDN, quand il est demandé aux pays d'actualiser leur CDN pour augmenter leur ambition, le Bénin en a profité pour intégrer le genre dans les projets qui sont inscrits dans les CDN grâce à l'étude sur l'intégration du genre dans la CDN actualisée. J'ai déjà parlé tantôt de la commission genre et changement climatique qui est au niveau de du Comité national sur les changements climatiques. Le Bénin a également élaboré son plan d'action genre au changement climatique. Et ce plan d'action comprend 8 secteurs. Ça a été un processus participatif. C'est les cellules genre et environnement de chaque ministère qui, avec ces cellules, on a identifié les besoins réels en matière d'intégration de genre dans les politiques sectorielles et le plan d'action genre et changement climatique a été élaboré. Il y a pour les projets qui sont mis en œuvre, que ce soit les projets d'adaptation ou les projets d'atténuation, il y a toujours un plan genre qui est élaboré pour la mise en œuvre des activités du projet. Le slide prochain, s'il vous plaît. Toujours par rapport aux éléments de réponse, il y a des séances de sensibilisation qui sont organisées, que ce soit sur les radios, les télévisions, même sur le terrain pour pouvoir informer les femmes sur leurs conditions de vulnérabilité au changement climatique et leur montrer également qu'elles sont aussi porteuses de solutions par rapport aux effets néfastes des changements climatiques. Il y a eu la formation des femmes négociatrices, ce qui a permis d'augmenter la participation des femmes au COP. Quand la délégation béninoise, cette année, il y a beaucoup de femmes qui ont pris part à cette COP-là. Il y a aussi le recrutement des femmes sur les projets. Pour recruter les unités de gestion de projet, on fait quand même l'effort d'avoir des femmes dans ces unités de gestion des projets. Et il y a aussi le renforcement des capacités de l'Institut de la femme. Le Bénin dispose d'un Institut de la femme et ça fait partie des priorités de notre pays. Le président a renforcé les capacités des membres de ces institutions-là. Slide suivant, s'il vous plaît. Quelques exemples pratiques. Le Bénin est divisé en pôles de développement agricole. Les pays africains, c'est l'agriculture qui est le secteur le plus vulnérable au changement climatique. Et les statistiques que vous voyez de là, c'est des statistiques de 2022. C'est pour montrer comment il y a une évolution dans l'intégration des changements climatiques. Si vous voyez, c'est l'accès des femmes aux terres fertiles et sécurisées. Il y a quelques années, au Bénin, les femmes n'ont droit qu'à des terres qui ne sont plus fertiles. Et ces femmes, avant même d'aller labourer leurs terres, elles utilisent toutes leurs forces pour aider leur époux à labourer d'abord la terre qui est fertile. Donc, il y a des séances de sensibilisation qui ont été faites dans le domaine de l'agriculture pour que les femmes puissent avoir accès aux terres fertiles. Et c'est les statistiques qui sont là dans le tableau. C'est vrai, tout n'est pas rose, mais on a fait un pas. En dehors de ça, on fait les plaidoyers auprès des chefs religieux traditionnels pour qu'ils puissent donner un peu plus de place à la femme. Slide suivant. Quelques exemples toujours. C'est vrai que les femmes ont accès à des terres fertiles, mais il faut arriver à les sécuriser. Et pour cela, il y a la loi portant code foncier et domanial qui a été adoptée. Et quand nous prenons l'article 6 de cette loi, l'article 6 dit que l'État et les collectivités territoriales, en tant que garants de l'État général, doivent assurer un accès équitable aux terres pour l'ensemble des acteurs. Donc, que vous soyez femme, homme, enfant, jeune, et si ce texte-là vous donne droit à avoir accès à une terre sécurisée. Slide prochain, s'il vous plaît.
Ok, ici c'est dans le domaine de l'énergie où les femmes utilisent les panneaux solaires pour pouvoir arroser leurs champs. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et voilà ce que je voudrais partager avec vous. En 8 minutes, on ne peut pas tout dire. Je suis là pour répondre à vos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Prisca. On va passer à la présentation de Christophe sur le programme adaptation. Merci. Donc, du coup, on peut passer au slide suivant. C'est pas le bon endroit. Ok, je vais changer d'endroit. J'aurai besoin un peu de mes notes plus tard. Pour la première partie, ça va être relativement simple. Donc, je suis Christophe Buffet, je suis le responsable de programme Adaptation de l'Agence française de développement, qui est une agence féministe au service d'une diplomatie féministe. Donc, on est au bon endroit. Slide suivante, s'il te plaît, ou je peux même le passer, en fait, ça va être plus simple. Merci. Donc, le programme Adaptation est entré en phase 2 depuis l'an dernier à la COP26, avec un triptyque comprendre, planifier, investir. La partie investir reste au cœur du projet, au travers d'études de vulnérabilité ou études de faisabilité. On a eu un effet de levier, un effet de catalyse sur des projets, des investissements réalisés par l'AFD ou cofinancés par l'AFD, le Fonds vert ou l'Union européenne, à hauteur de 580 millions d'euros lors de la phase 1, donc des projets plus robustes d'adaptation. On inscrit ces projets également dans les CDN, bien sûr, qu'on accompagne au travers de leur déclinaison de l'adaptation dans les politiques publiques. Par exemple, au Niger, on a soutenu un document stratégique pour mieux intégrer l'adaptation dans la stratégie de développement agricole. Au niveau gouvernance, toujours dans la partie planification, cette partie gouvernance était opérée par Expertise France lors de la phase 1 et cette adaptation a accompagné le Sénégal sur un outil de suivi de mise en œuvre de la CDN sur les dimensions adaptation. On a souhaité rajouter un nouvel axe pour cette phase 2, l'axe comprendre, pour faire donc ce triptyque comprendre, planifier, investir et s'inscrire pleinement dans la chaîne, à savoir de traduire les sciences du climat en action, donc en passant par les stratégies. Ce nouvel axe comprendre qui vise à financer des études de recherche opérationnelle a en réalité déjà un petit peu démarré, puisqu'en phase 1, on a financé l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales, pour un outil innovant de mesure des progrès de l'adaptation, un outil qui s'appelle GapTrack, un outil à dire d'expert. Je pourrais vous en dire plus si vous le souhaitez. Donc on est un programme d'études et de renforcement de capacités. Et j'aurais dû le mentionner au début, on a pour objectif de renforcer la résilience des populations et des écosystèmes. Donc on est complètement en phase avec les messages du GIEC et du dernier rapport qui vraiment remet en lien ces deux aspects dans la suite des travaux opérés avec sa consoeur IPBES. On est un outil multisectoriel, c'est important de le mentionner parce que même si ça rend les choses un peu complexes, ça nous permet à nous d'être une sorte de couteau suisse et de pouvoir mieux répondre aux demandes des pays en mobilisant nos collègues et des expertises sur l'agriculture, sur l'eau, donc qui sont essentielles sur l'adaptation, mais aussi pour aller vers des choses un peu plus innovantes sur la protection sociale adaptative, par exemple, sur le Forecast-Based Early Action dans les Caraïbes. Donc on vise à être aussi un laboratoire d'innovation pour le groupe AFD. Deux composantes transversales aussi qui sont importantes. La partie knowledge management qui fait l'objet d'un poste dédié et d'un budget dédié va être extrêmement importante parce qu'on a fait pas moins de 75 appuis en phase 1, plus de 300 études et on s'est aperçu qu'on n'avait pas encore les moyens de bien diffuser ces savoirs, notamment au sein des pays partenaires, donc qui étaient au nombre de 15 en phase 1. Donc ce Knowledge Manager va venir aussi nous aider à mieux partager ses savoirs, ses expériences sur tous les domaines liés à l'adaptation et avec une dimension qui nous tient à cœur, c'est la dimension sud-nord. Il y a un certain nombre d'appuis, dont celui dont je vais parler au Sénégal prochainement,
sur l'éducation qui n'existe en fait pas en France. Donc on souhaite pouvoir le valoriser en France au travers de ce knowledge management. Et bien sûr, donc ce qui nous réunit aujourd'hui, gender, le genre et l'inclusion sociale, qui fait l'objet d'un axe transversal pour l'ensemble d'une composante transversale pour l'ensemble des axes, avec des ressources dédiées, c'est important parce que c'est parfois ce qui nous a manqué en phase 1, et surtout un Gender Action Plan qui est assez robuste avec des indicateurs. Slide suivante. Voilà, donc en 2 mots sur la partie géographique de nos opérations. En phase, donc on a lancé la phase 2 l'année dernière avec un budget additionnel de 15 millions d'euros, avec 12 pays partenaires, donc un recentrage sur l'Afrique. Donc parmi ces 12 pays partenaires, 8 sont des pays les moins avancés. Et on a opéré une certaine continuité avec les pays partenaires de la phase 1, ce qui est très très appréciable pour construire sur les acquis. Mais on a ajouté 4 nouveaux pays: la Gambie, le Togo, le Bénin et la République démocratique du Congo. Et cette année, il y a quelques jours, on a annoncé conjointement avec l'Union européenne et UNCDF local une extension du programme dans le bassin méditerranéen avec 6 nouveaux pays. C'est d'autant plus important que ça va nous permettre de beaucoup mieux travailler avec l'échelle locale qui nous manquait un peu, même si au travers des projets, des investissements, bien sûr, on était à l'échelle locale. Mais UNCDF local nous complète idéalement pour pouvoir essayer d'aligner les échelles et de produire une intégration verticale de l'adaptation, à la fois en ce qui concerne les stratégies nationales et la mise en œuvre de projets. Et à l'inverse, nous, on va essayer de les accompagner dans la décentralisation des fonds vers l'échelle locale, là où les financements manquent. Je crois que c'est une étude de IIED qui montrait qu'il y avait seulement 17% des financements globaux du climat qui allaient à l'échelle locale. Donc au travers de ce partenariat, on va essayer d'améliorer un petit peu les choses. Donc, en ce qui concerne genre, au sein du programme Adaptation, de manière transversale, donc on va renforcer encore une fois cette dimension dans la phase 2. Mais par rapport au chemin qu'on a parcouru, ça me semble intéressant de revenir sur cette construction progressive qu'on a opérée, qui était en phase avec l'agenda international en partie, puisque on s'est aussi fondé sur le Gender Action Plan qui avait été lancé en 2017 au niveau des COP, et en se basant sur toute l'expérience acquise, notamment du NAP Global Network, pour mieux intégrer l'adaptation progressivement dans ce programme. Ça a commencé par ce qu'on appelle les missions d'identification, lorsqu'on s'est rendu dans chacun des pays partenaires pour faire des rencontres bilatérales avec les ministères, mais aussi des ateliers multi-acteurs. Au fur et à mesure, on a pu intégrer les focal points de l'UNFCCC qui est entré en fonction. On a pu les rencontrer, les intégrer dans les ateliers multi-acteurs, mais aussi nous, de manière proactive, on a essayé de rencontrer les ministères des Affaires sociales, de voir comment on pouvait susciter aussi ces dialogues sur les questions de genre et adaptation. On s'est basé sur les travaux, encore une fois, du NAP Global Network, de WeDo, mais aussi les profils pays, genre, qui ont été réalisés par nos collègues de l'AFD. En termes de mobilisation de l'expertise, pour faire très court et de manière très concrète, on a renforcé progressivement nos exigences dans nos termes de référence, en partant au départ d'une demande d'expertise collective au sein des experts qui répondaient à nos appels d'offres, et en allant progressivement vers une exigence d'avoir un ou une experte dédiée au sujet pour aller beaucoup plus loin et aller plus dans les détails. Et donc au total, sur les 75 appuis que j'ai mentionnés, il y en a 39 qui ont bénéficié d'une expertise dédiée genre et adaptation. J'y reviendrai un petit peu à la fin parce que bien sûr il y a des limites et des améliorations à attendre. En termes d'exemples d'activités réalisées et de résultats obtenus, on a contribué à établir des situations de référence parce que souvent les données manquent pour avoir des données une situation de référence sur le genre dans pas mal de pays. En termes de politique publique, on a essayé d'intégrer le genre dans un appui transversal relatif à la CDN de la Côte d'Ivoire, on pourra éventuellement y revenir, et dans la stratégie de développement agricole du Niger dont j'ai parlé.
En termes de renforcement de capacité, il y a cet appui éducation sur lequel je vais revenir plus en détail, mais aussi un MOOC, donc une formation à distance que ODI a réalisé en partenariat avec l'Université de la Jamaïque à destination des planificateurs urbains pour renforcer à la fois leur appréhension de l'adaptation, mais aussi les enjeux de genre au sein de ces enjeux d'adaptation dans les Caraïbes. Et donc dans les projets qu'on a accompagnés en termes de catalyse, les fameux 580 millions d'euros que j'ai mentionnés tout à l'heure, on a une dizaine de projets, dont 6 sont relatifs au cadre 1, donc dans la notation de l'OCDE, c'est-à-dire ont pour un objectif secondaire, et un objectif principal sur la dimension genre. Dans quelques leçons apprises et perspectives, donc tout d'abord, c'est bien sûr un work in progress. Je pense que c'est important de le mentionner. C'est intéressant aussi pour moi qui viens de l'adaptation de voir à quel point les deux sujets sont tout à fait similaires dans la construction. C'est une approche transversale qui est compliquée, qui bouscule en fait l'ensemble des structures du projet et des approches qu'on peut avoir. Et donc on a une patience et une rigueur, un acharnement en fait pour intégrer mieux le genre, tout comme nous-mêmes on produit cet effort-là auprès de ces différents secteurs sur l'adaptation. Donc dans ce work in progress, on va essayer de poursuivre ce manque de données en essayant de produire des données de vulnérabilité spécifiques au genre dans un certain nombre de pays dans lesquels on travaille. Et puis aussi, un point important, c'est ce dialogue avec les pays partenaires à inscrire dans la durée. On s'est aperçu que parfois, en 2017, dans les exercices de mission d'identification qu'on avait opérés, la dimension genre était pas prise, enfin notre proposition de travailler sur la dimension genre n'était pas prise immédiatement, et puis au fur et à mesure de l'évolution du contexte, au fur et à mesure de notre propre connaissance des différents interlocuteurs, on s'aperçoit qu'il y a des pistes pour avancer ensemble sur ce sujet, donc c'est vraiment un dialogue dans la durée à avoir. Et inversement, nous-mêmes, on est inspirés par les choses qui sont faites dans pas mal de pays. En termes d'enjeux de mise en œuvre, ça reste à la fois extrêmement important bien sûr d'intégrer le genre pour limiter en tout cas les risques de maladaptation. Et en même temps, on a fait face à des défis importants qui sont communs à plein de pays et qui ont été cités en ce qui concerne le Bénin, sur des facteurs structurels de vulnérabilité, et c'est souvent les enjeux fonciers. Et nous, en tant que projet ou que bailleur français, c'est toujours compliqué en fait d'appréhender ces sujets. Donc il y a un dialogue aussi à avoir et de trouver la juste place en fait où les partenaires complémentaires pour avancer sur ces sujets très structurels et très sensibles. En termes organisationnels aussi, je pense que c'est important de mentionner une limite qu'on a rencontrée et de faire un appel. Une limite qu'on a eue, c'est qu'on s'est aperçu que le nombre d'experts ou d'expertes adaptation, de manière générale, était assez réduit, ou en tout cas qu'elle ne répondait pas aux appels d'offres, puisque quand on a fait les statistiques du nombre d'experts qui ont participé, donc des 500 experts qui ont participé à nos études, on avait une trentaine d'expertes seulement, et encore plus intéressant, quand on redescendait à l'échelle nationale, il y avait presque 20% d'expertes parmi les experts nationaux, donc qui nous renvoyait au fait qu'on a aussi un enjeu de construction de l'adaptation chez des expertes du Sud. Et inversement, en fait, on s'est retrouvé face à une limite sur le sujet croisé adaptation et genre, avec dans l'espace francophone en fait un relativement faible nombre de personnes compétentes sur les deux sujets à la fois. Le sujet est encore naissant, il est montant. Dans l'espace anglophone, il y a beaucoup plus de ressources déjà disponibles. Donc on a aussi, nous, au travers de ce projet, des actions de l'AFD en général, un enjeu à essayer de renforcer cette expertise francophone sur cet enjeu croisé. Pour en dire deux mots, on a l'idée, dans l'axe 1 de recherche dont je parlais tout à l'heure, de soutenir aussi des doctorantes dans les pays concernés pour appréhender l'adaptation en général et éventuellement les enjeux d'adaptation et genre en particulier. Une autre leçon apprise très très concrète, laisser du temps aux experts expertes sur le sujet.
parfois tout simplement pour bien s'intégrer dans les équipes qui peuvent être constituées d'ingénieurs hydrauliques de plus de 40 ans, qui n'ont pas forcément tous une appréhension du genre immédiate. Et du coup, il y a un travail de renforcement de capacité au sein des équipes d'experts en préalable, et à nous aussi de nous assurer que la mobilisation des experts, genre et adaptation, sont bien structurées. Et ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il fallait absolument qu'il y ait du renforcement de capacité de l'équipe au début, puis une expertise perlée qui revienne régulièrement, et des terrains d'études qui soient réalisés, avec, si possible, un binôme international et national, voire un livrable, un document dédié genre et adaptation au sein des appuis qu'on réalise. J'y reviendrai si vous le souhaitez. Je vais avancer un petit peu avec donc l'exemple au Sénégal que je vais présenter très rapidement. Alors on regrette le fait que que Dibor ne soit pas avec nous, elle a été prise ailleurs. Donc je vais le présenter à sa place. Avec une présentation très générale, je vais essayer de ne pas être trop long non plus pour laisser la place aux questions. Mais c'est un appui qui nous tient à cœur parce qu'il est très transformationnel. Il vise en 2 mots à étudier la place de l'adaptation et du climat en général dans le système éducatif sénégalais, depuis les études de l'éducation de base jusqu'à l'université en passant par la formation professionnelle. On a la chance d'avoir Abdoulaye Faye ici du Centre d'éducation et de formation à l'environnement du ministère de l'Environnement du Sénégal qui a accompagné aussi cette étude. Il pourra répondre à vos questions si vous en avez de manière générale sur cette étude. La complexité, c'était bien sûr d'apprendre à la fois l'éducation, le climat et le genre, ce qui était une triple complexité. Et donc, on a souhaité d'avoir un rapport spécifique dédié au genre. Quelques éléments du diagnostic qui a été réalisé dans le cadre de cette étude. Donc, tout d'abord, l'état des lieux a pu être réalisé au travers d'une revue approfondie des programmes et des filières, au travers d'un processus itératif de consultation des différentes parties prenantes, et puis au travers d'un focus sur la problématique genre et changement climatique pour bien comprendre les enjeux différenciés femmes-hommes, pour promouvoir l'égalité via les curricula, les outils didactiques, l'accès à la formation et la gouvernance globale du système. Il y a eu un engagement stratégique et des actions au niveau institutionnel qui ont déjà été notées et sur lesquelles on pouvait tout à fait capitaliser, à la fois dans le système éducatif et au niveau de la politique climat elle-même. Puis des enjeux d'inégalité filles-garçons ou femmes-hommes qui ont été notés en termes d'accès à l'éducation, en termes de maintien dans le système éducatif pour les femmes sortant plus rapidement du système, et aussi en termes de réussite, donc ceux qui vont jusqu'au bout et qui obtiennent le diplôme, avec également des ségrégations notées dans certaines filières, des stéréotypes associés aux différents métiers, et des fortes disparités des inégalités elles-mêmes au niveau de différentes régions et dans chacune de ces dimensions. Pour prendre un seul exemple dans le supérieur, les filles ne constituent encore au Sénégal en moyenne qu'un tiers des apprenants, ce qui se répercute ensuite au niveau des différentes disciplines scientifiques et techniques dans l'enseignement supérieur. Et si les taux d'accès eux-mêmes des filles sont assez satisfaisants, leurs résultats sont souvent également très bons, mais beaucoup ne vont pas jusqu'au bout du cycle. Et du coup, la proportion de femmes diminue au fil des cycles, licence, master, doctorat, et très peu de femmes finalisent leur thèse. Et les femmes chercheurs ne représentent actuellement que 25% des effectifs, avec une part encore plus congrue dans les sciences de l'ingénierie et de la technologie qui vont être essentielles dans la mise en œuvre de l'adaptation. Je vais faire une toute petite incise ici, mais le rapport du GIEC soulignait aussi qu'il y avait un déficit de recherche en Afrique, avec moins de 4% des financements de recherche qui vont vers l'Afrique, et l'essentiel de ces 4%, presque les 3/4, passent par des institutions internationales. Donc là, il y a un enjeu aussi qu'on voit au Sénégal pour la création de cette expertise-là. Des inégalités femmes-hommes à prendre en compte aussi au niveau de l'éducation de la population adulte, sur le marché du travail sénégalais, et puis bien sûr des vulnérabilités accrues des femmes face aux impacts du changement climatique. Donc il y a des besoins en formation, un accompagnement différencié suivant les publics,
Et puis, bien sûr aussi, vous l'avez déjà souligné, un potentiel à renforcer, pas seulement des victimes. Les filles et les femmes sénégalaises devraient être encore plus pleinement actrices du changement et de la lutte contre le changement climatique, d'où la nécessité de l'inscription dans l'éducation pour participer à ces filières. Je vais avancer un petit peu, donc avec le graphique lui-même qui synthétise les pistes d'intégration transversale. Donc vous le voyez, les pistes stratégiques impliquent différents niveaux d'action, notamment sur le contenu des enseignements et les pratiques pédagogiques, sur la formation des enseignants et sur la gouvernance du système éducatif lui-même, en lien avec le suivi et la promotion d'un accès équitable des filles, des garçons aux filières climat porteuses, puisqu'il y a un enjeu d'emploi aussi qui était important dans cet appui, et puis des actions relatives à la synergie entre le système formel et les pratiques para- et périscolaires. Je pense que c'est important donc de mentionner ces différents niveaux, curricula, renforcement de capacité des acteurs, gouvernance du système éducatif, donc pour avoir des effets transformationnels sur le système éducatif et avec les aspects non formels. Je vais peut-être m'arrêter là parce que j'étais très bavard. Je vous laisse ce graphique si vous le souhaitez, et puis on va passer à la séance de questions. Merci. Merci Christophe. Merci aux 3 panélistes en fait. C'était très très intéressant pour moi de voir qu'on constate tous les mêmes lacunes et qu'on essaie d'élaborer des actions pour renforcer l'intégration du genre qui sont très complémentaires entre les différentes organisations. C'était aussi très intéressant d'avoir un exemple du Bénin, mais aussi du Sénégal. En fait, pour commencer la discussion, je voudrais aussi donner la parole à certains participants dans la salle qui représentent différents pays et qui ont peut-être aussi des approches à nous partager. Je vais peut-être commencer par la Côte d'Ivoire. Ok, merci Julie. Moi, c'est Kofi Anna Marlène. Je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis le point focal national genre et changement climatique. Angers, tout à l'heure, dans sa présentation, elle a mentionné le mémorandum d'entente entre le ministère de l'Environnement et le ministère de la Femme de la Côte d'Ivoire. Donc, juste faire un peu le récap de où nous sommes quittés pour en arriver là. Voilà. Il faut dire que la Côte d'Ivoire dispose d'une stratégie nationale genre et changement climatique assortie d'un plan d'action. Voilà, on s'est dit, pour donner plus de poids à la stratégie nationale, qu'est-ce qu'il faut faire? On a réfléchi comme ça, on a décidé de mettre un mécanisme en place, appelé la plateforme genre et changement climatique, qui réunit tous les sectoriels. Quand je dis tous les sectoriels, c'est-à-dire que le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Eau, réunit toutes ces personnes sur une plateforme afin de pouvoir mener les activités ensemble pour ne pas qu'il y ait de doublons et tout. Et cette plateforme est composée des experts en genre et en changement climatique. Il faut le dire, ça n'a pas été facile parce que dans différents ministères, c'est que des experts en genre. Dans d'autres, c'est que des experts en changement climatique. Voilà. Donc avec l'appui de Global Network, on a fait des renforcements de capacités pour essayer de mettre tout le monde au même niveau pour pouvoir pousser plus loin. Ensuite, nous avons mis en place un dialogue national structuré. Ce dialogue national a abouti sur un engagement de haut niveau pour la signature du mémorandum d'entente entre le ministre de l'Environnement et du Développement durable et la ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Voilà. Pour qu'à leur tour, ils puissent faire un plaidoyer auprès de leurs collègues ministres et du président de la République pour pouvoir intégrer le genre et le changement climatique dans toute la planification sectorielle de tous les différents ministères. Voilà, c'est un peu ça. Et ça a été vraiment une bonne pratique. Je m'en réjouis quand je dis en parle. Voilà pour la Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a l'appropriation. Après ça, il y a eu l'appropriation des différents sectoriels. Voilà, tout le monde s'est approprié le concept genre et changement climatique. Là, il y a la stratégie aussi genre de la Côte d'Ivoire. Mais là, elle est en révision. Bon, on a fait une petite étude où on a essayé d'intégrer le genre et changement climatique dans la stratégie. Elle n'est pas encore validée. Donc, au moment de la validation, je pense qu'on pourrait mieux avancer là-dessus. Comme prochaine étape, on pourrait dire actuellement chez nous en Côte d'Ivoire, le PN est en pleine écriture. Voilà. Actuellement, nous sommes au draft 0.
la semaine dernière, juste avant je vais dire, le début de la COP. L'équipe PNA nous a transmis le draft -1 du PNA. Quand je dis nous, je veux dire à la plateforme Genre et Changement Climatique, à tous les experts genre et changement climatique de la Côte d'Ivoire. Nous avons pu travailler juste pour montrer à quel point nous sommes associés. On a été associés en amont. On a essayé d'intégrer les gens dans tout le draft. Après, certainement, je passe sous le contrôle d'Angie. On aura certainement une deuxième section pour pouvoir valider, s'assurer, faire l'assurance qualité, s'assurer que vraiment les gens étaient pris dans tout le document. Voilà, c'est un peu ça que je voulais partager. Je sais pas, c'est juste l'expérience. Mais je dois aux prochaines étapes. Je sais pas, pardon? D'accord, merci. Merci beaucoup. Et effectivement, comme je travaille aussi sur le PNA de la Côte d'Ivoire, on a aussi un expert genre qui travaille au sein de l'équipe et qui déjà commence à intégrer ces questions-là, mais ensuite c'est aussi vérifié avec la cellule genre. Je vais passer la parole à un autre pays, si vous voulez vous présenter. Merci. Mon nom c'est Apollinaire Nyanvi. Je suis le directeur général du Fonds national pour l'environnement et le climat. Je viens du Bénin. Je voudrais d'abord féliciter les panélistes pour les brillantes présentations. Et je vais m'adresser particulièrement à la troisième communication. La troisième communication qui a rappelé un peu le contexte, les stratégies de mise en œuvre et puis l'organisation, et qui a fait allusion à l'initiative locale qui est mise en œuvre par l'UNCDF, c'est le Fonds d'équipement des Nations Unies. Il faut dire que le Bénin également a bénéficié de cette initiative locale-là. Et en partenariat avec le Fonds d'équipement des Nations Unies, le Fonds national pour l'environnement et le climat a expérimenté et implémenté cette initiative-là. Nous sommes partis de 3 communes. Après, nous sommes arrivés à 9 communes. Et aujourd'hui, avec l'accréditation du Fonds national pour l'environnement et le climat au Fonds vert pour le climat, une note conceptuelle a été soumise, a été approuvée dans ce sens. Actuellement, nous sommes à l'élaboration des propositions de financement. Ce que je voudrais souligner là, la mise à l'échelle des approches locales liées aux gens, et cette mise à l'échelle, c'est quels sont les outils disponibles pour mettre véritablement à l'échelle ces approches-là. Sinon, de tout temps, on s'est limité, n'est-ce pas, à la performance au niveau des communes et comment ces communes-là ont pu intégrer les rapports sociaux du genre dans toutes les activités socio-économiques de la localité. Donc, je crois que cette présentation est vraiment utile et il faudrait qu'on essaye de voir ensemble comment trouver des mécanismes concrets pour la mise à l'échelle du genre à travers son intégration dans les plans d'adaptation. Merci beaucoup. On arrive vraiment à la fin de l'événement. Donc peut-être, pardon, excusez-moi. Pour conclure, si vous pouvez juste chacun nous donner un mot sur les besoins ou les approches que vous voudriez promouvoir pour la mise en œuvre. Maintenant, on a des stratégies qui sont sensibles au genre. On a toujours du renforcement de capacité qui est nécessaire, mais si vous aviez 1 ou 2 mots à échanger sur cette intégration vraiment dans les investissements, dans les projets, pour qu'on puisse vraiment mettre en œuvre des politiques sensibles au genre. Thanks. I think I would point to this issue of vertical integration that Christophe mentioned. We need to have processes that have priorities and concerns and knowledge feeding up to inform sort of national level decision making. And then we need to make sure that national level decisions, plans, budgets, etc., are creating the enabling environment for locally led action. And this is very much an iterative process. So I would point to that. I think that's where we need to go to unlock implementation. Et merci. Mon mot de fin, c'est comment faire pour que l'adaptation soit une réalité au niveau local. C'est vrai, le Bénin a élaboré, soumis son plan national d'adaptation.
les études de vulnérabilité qui ont conduit à l'élaboration de ce plan, ces études ont été réalisées au niveau macro. Donc, c'est comment faire pour élaborer des études de vulnérabilité au niveau communal et élaborer des plans d'adaptation communaux pour que vraiment l'adaptation soit effective à la base. Donc voilà le besoin du Bénin et aussi continuer à vulgariser le plan national d'adaptation et le plan d'action genre et changement climatique. Merci. Merci. Moi, je pense qu'un bel objectif pour nous, groupe AFD, ce serait d'améliorer les notes CAD, qui serait d'une manière très très visible, en fait, une belle évolution notable pour que 100% des projets que nous on accompagne au travers d'adaptation et au-delà d'adaptation, le portefeuille de l'AFD soit au niveau au-dessus et en fait à minima tous 1, voire niveau 2. Merci beaucoup. Donc on est pile à l'heure, je crois. Merci beaucoup d'avoir participé à cet événement et vous pouvez venir parler aux différents intervenants et aussi continuer à rester en contact, regarder les sites internet du Global Network, de l'AFD. Le Bénin aussi a un site internet, je le sais, ou celui du PNUD si vous avez besoin d'outils, d'informations sur les projets et les initiatives qui sont mises en cours. Merci.